toutes et à tous. Merci beaucoup donc, de participer à cet atelier avec nous aujourd'hui. L'intitulé de cet atelier, c'est Quel thé boirons-nous en 2030 ? Donc, c'est un atelier qui va aborder notamment des enjeux de développement de filières, de résilience alimentaire, tout ça dans un cadre de changement climatique. Donc, pour rappel, aujourd'hui, la quasi-totalité en fait, du thé qui est consommé en France provient d'importation. Aujourd'hui, en fait, là, ce qu'on souhaite voir ensemble, c'est et si le thé en fait était produit et même cultivé en France. Donc, l'objectif de notre atelier, ça va être de faire échanger en fait des acteurs clés de cette toute jeune filière thé française, pour à la fois envisager les possibles et puis les évolutions de celles-ci sur notre territoire. Donc, alors, pour me présenter, donc c'est moi qui vais animer cette session aujourd'hui. Donc, Clémence Colombier, je suis ingénieure agronome donc, de l'Agro de Toulouse. J'ai travaillé longtemps en stratégie de développement durable et en construction de partenariats stratégiques. Et puis aujourd'hui, je lance une start-up qui s'appelle La Fabrique à Feuilles, qui a pour objectif en fait de créer des ponts entre les acteurs de la végétalisation en ville et les collectivités et les entreprises. Tout ça pour pouvoir co-créer en fait les solutions végétales de demain et accélérer la nature en ville. Je fais également partie des agro-entrepreneurs. Alors, les agro-entrepreneurs, qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, c'est nous qui organisons l'événement auquel vous assistez tous aujourd'hui. Et puis, donc, c'est une communauté en fait, de 1200 alumni qui sont issus des écoles nationales supérieures agronomiques, donc de Paris, bien sûr, et puis de Toulouse, Nancy, Rennes et Montpellier. Alors, en gros, ça s'adresse aux alumni qui ont pour objectif de reprendre une activité d'entreprise ou de créer une entreprise, de créer une start-up. Au niveau du bureau des membres actifs, il y a Nicolas, donc Nicolas Villard, qui est intervenu sur les éléments techniques relatifs à cette conférence et qui nous permet toute l'organisation de l'atelier que vous visualisez aujourd'hui. Voilà. Il y a également Paul Klein et puis moi-même. Donc, si vous êtes alumni des écoles d'agro et que vous voulez nous rejoindre, donc on recrute aussi, donc n'hésitez pas. Voilà un petit peu pour la présentation des agro-entrepreneurs. Nous avons aussi la chance aujourd'hui donc d'accueillir Anne Gouillon, donc, qui est la présidente des alumni d'AgroParisTech. Anne, tu es pas que présidente des alumni AgroParisTech, tu as aussi fait la spécialisation dev, spécialement à l'AgroParisTech. Tu as également fait après une thèse en agroforesterie, notamment sur les caoutchoucs à Sumatra. Et puis, même si tu es une grande fan de café, tu es très sensible aux enjeux du thé et du développement donc, de la filière thé en France. Et tu as tenu donc, à nous faire un mot introductif. Donc, merci à toi. Et puis, je te laisse la parole, du coup, sur ces éléments-là. Oh, ben, merci Clémence. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Très bien. Okay. Bon, eh tu as déjà dit pas mal de choses. En effet, je suis là en tant que nouvelle présidente d'AgroParisTech Alumni. Et c'est vraiment le mot nouveau qui est important. On a un conseil d'administration qui a été élu récemment, qui est très rajeuni, très diversifié, et dans lequel il y a des individus qui sont très engagés sur l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat, la transition écologique. Donc, on vous invite à nous rejoindre, et ça ne veut pas dire juste faire des chèques, c'est travailler avec nous, et comme on essaie de travailler avec vous. Qui dit AgroParisTech, évidemment, dit donc Uniagro, et donc bien sûr les groupes comme le groupe Agro-Entrepreneur, dans lesquels il faudrait que je sois plus active d'ailleurs. Tu es la bienvenue, Anne. Merci. Et puis voilà, effectivement, j'ai fait la spécialisation en développement. J'ai travaillé surtout sur l'arboriculture tropicale, caoutchouc, café, cacao, etc. Je suis ravie de découvrir qu'on produit du thé en France. Il paraît que c'est grâce au changement climatique, mais non, c'est grâce à des cultivateurs, des cultivatrices, des entrepreneurs, des entrepreneuses. Désolée pour l'écriture inclusive. Donc, c'est grâce à vous, c'est grâce aux gens qui vont s'exprimer ici aujourd'hui.
Et puis l'enjeu, effectivement, c'est l'environnement et puis c'est surtout la vie des territoires, hein. Moi, je me souviens, un stage, là, justement, en spécialisation développement dans une région montagnarde, dans le Jura, voilà, où on nous avait bien martelé que l'avenir des filières dans les zones un petit peu défavorisées par rapport à la mécanisation, mais finalement c'est une faveur aussi, eh bien l'avenir, ça passe par des filières qualitatives. Et là, je pense que le thé et tout ce qui va autour a tout son rôle à jouer, et donc surtout les gens qui le cultivent et qui le transforment. Voilà, je vous laisse travailler et puis je réinterviendrai peut-être si j'ai des questions. Parfait. Ben, merci beaucoup, Anne, pour ce mot d'introduction. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter les différents acteurs que nous accueillons aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, Lucas Benmoura. Donc, Lucas, il est porteur d'une start-up qui s'appelle Thé Pyrénées, qui vise en fait à créer une production de thé en France, une production de thé familiale sur des anciennes prairies organisées en terrasse, entourées de forêts, parcourues par différentes sources, etc. Au niveau de la localisation, alors comme vous l'avez entendu dans le nom de la start-up Thé Pyrénées, effectivement, c'est dans les Pyrénées. Hein, on va surplomber la vallée d'Argelès, à l'entrée des Pyrénées du Sud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une première hein, dans les Pyrénées. Donc, merci Lucas d'être là aujourd'hui. Tu as beaucoup contribué aussi à la construction de cet atelier. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci Clémence. Très content que cet atelier se fasse enfin. Super. Ben, merci à toi d'être là. Et puis, on accueille également donc, Jérémy Tamen, qui est ce qu'on appelle un tea expert, hein, qui va être un expert en thé, qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est analyse sensorielle et organoleptique du thé. Alors, également aussi dans tout le milieu de la parfumerie et puis de tous les arômes qu'on peut avoir dans l'industrie alimentaire. Toi, à la base, Jérémy, tu as aussi un parcours lié à l'enseignement. Hein, et tu es, alors ça, il faut quand même le noter, président et fondateur de l'Association nationale des producteurs de thé français, initiateur très récemment de la marque déposée qui s'appelle Thé de France, le label, qui va permettre aussi de contribuer à la reconnaissance du thé français. Et puis, l'initiateur de la formation Tea Expert, Tea Sommelier, dont tu nous parleras un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, merci beaucoup, Jérémy, d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis, notre dernière intervenante, donc Lydia Gauthier, qui est spécialisée dans l'agriculture comparée, dans le développement agricole, qui a également fait la filière dev à l'AgroParisTech. Et puis, donc, toi, Lydia, après une expérience en fait en vignoble français et sud-américain, tu t'es spécialisée dans le thé. Et donc, ça fait 20 ans en fait que le thé, c'est véritablement ta passion. Et que tu interviens comme une experte en fait en tant que consultante, formatrice et auteure. Et tu as également donc fondé la marque Lydia Gauthier, thé et tisane d'auteur. Voilà, et tu nous détailleras ça un petit peu plus tard tout à l'heure. Merci. Merci à toi d'être là. Merci à tous. Alors, ce que je vous propose maintenant, à moins que vous ayez déjà des interrogations pour nos différents conférenciers, c'est de passer au déroulé. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, l'idée du déroulé, en fait, c'est de suivre un petit peu le plan de thé. Donc, depuis la culture en fait, de ce plan de thé, on passe donc par la plante au départ. Ensuite, on va aller vers la transformation. Et puis ensuite, on va élargir sur tout ce qui va être les filières de vente et puis les potentielles évolutions de ce marché du thé en France. Alors, une première interrogation, comment aujourd'hui en France on s'approvisionne en thé, hein, puisqu'on sait tous que c'est une plante qui va venir d'Asie. Quels sont les possibles hein, pour s'approvisionner en thé, que ce soit en plants, en graines, quels vont être les avantages et les inconvénients. Lucas, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur ces aspects-là? Oui, je vais commencer. Alors, il y a deux types de plants que l'on arrive à se procurer actuellement. Il y a des boutures, donc des plants reproduits sur des cultivars qui peuvent être identifiés ou des fois pas très bien identifiés. Et puis, il y a des graines. Beaucoup de personnes qui arrivent à se fournir en graines depuis différents pays, des fois d'origine plus ou moins incertaine. L'avantage des boutures, c'est qu'on en a qui sont des cultivars qui sont cultivés en France depuis des décennies
notamment des cultivars en Bretagne et puis dans différentes collections de pépinières botaniques. On n'a pas tout le temps des retours sur la qualité du thé produit, mais on sait qu'ils sont bien adaptés à certains climats. Et puis on a des graines qui viennent un peu de partout, donc on peut en avoir qui viennent du Népal. Il y a des pays où c'est bloqué, on ne peut pas faire venir de graines d'Inde, par exemple. Et voilà. Et donc la chance qu'on a, c'est d'avoir quelques premiers pionniers, notamment un producteur en Bretagne, Denis Mazerolle, qui a fait des tests sur des cultivars qu'il a pu récupérer de France et quelques-uns d'Asie. Et donc, on a quelques premiers retours sur l'adaptation et la qualité du thé produit. Et donc, ces cultivars, il les a développés et il les diffuse, il en vend. Donc, ça a permis à quelques producteurs professionnels ou non de démarrer, dont moi, la majorité pour l'instant des plants viennent chez lui. Et ensuite, il y a des graines qui ont l'avantage peut-être d'avoir plus de vigueur, qui donnent des plants qui ont plus de vigueur, mais avec plus d'incertitude sur les caractéristiques du plant, puis les caractéristiques du thé produit. Donc, chacun pourra peut-être... Il y a plein de choses qui existent différentes. Il y en a qui ne fonctionnent qu'avec des graines. Moi, j'ai commencé avec les boutures et aujourd'hui, je plante des graines. Et on verra qu'est-ce que ça produira. Voilà. L'avantage des graines aussi, c'est qu'avec cette diversité, on peut identifier des plants particulièrement adaptés qui donneront des plants, des goûts particulièrement intéressants. Et on est sur un travail vraiment à long terme, puisque du moment où on plante la graine, au moment où on peut peut-être reproduire ce pied en bouturage, il faut au moins 5-6 ans pour avoir enfin une plantation dans 10 ans. Donc, c'est d'autres échelles de temps. Voilà un petit peu une première idée sur les graines et les boutures. D'accord. Parce que du coup, un plant de thé, ça va être un petit peu comme un plant de tomate. Selon le plant que tu vas avoir des goûts différents, entre guillemets, des types de feuilles produites différentes. Absolument, oui. Donc, chaque cultivar, il va y avoir aussi la taille des feuilles qui compte aussi. On n'a pas le même produit à la fin. Si on veut faire un thé de bourgeon, ça peut être intéressant d'avoir des bourgeons assez importants. Et voilà, un cultivar peut donner un bon thé vert et ne pas donner un bon thé noir, ou en général plutôt inversement. Donc, en fonction du thé qu'on veut produire, il faut qu'on trouve le bon cultivar. Ou à l'inverse, on peut avoir des cultivars et puis tenter de voir quel est le meilleur thé produit sur ce pied-là. Ok, super. Merci, Lucas. Jérémy, Lydia, est-ce que vous avez des éléments aussi à apporter à ce niveau-là? Lydia, tu veux commencer peut-être? Mais ton micro est coupé. Merci. Alors, juste peut-être de repréciser que le thé est un camélia. Et c'est vrai que l'avantage du camélia, c'est que c'est un arbre qu'on peut tailler comme arbuste, mais qui est à l'état sauvage un arbre qui est quand même assez rustique. Et c'est ça qui permet de l'avoir acclimaté sous nos régions tempérées. Et effectivement, comme disait Lucas, après, c'est trouver le bon cultivar qui puisse s'adapter à ce climat tempéré avec des baisses de température hivernales qui sont quand même assez importantes, qu'on a moins dans sa zone d'origine qui est un climat tropical humide, avec très peu de jours, même pour ceux qui sont en montagne, notamment sur les contreforts himalayens, on peut avoir des périodes de gel, mais qui sont quand même relativement courtes par rapport à ce qu'on aura en Europe. Donc, je pense que c'est ça, c'est un des facteurs limitants. Et effectivement, la pousse qui va être beaucoup plus lente aussi, du fait qu'on a beaucoup moins de chaleur et d'humidité quasi permanente sur les 12 mois de l'année. Je ne sais pas si Jérémy, tu veux rajouter Non, je pense que tout a été dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans cette recherche de meilleurs cultivars en fonction du coup des régions où il est planté en France, on arrive déjà un petit peu à voir ce qui peut être intéressant. On se rend compte des cultivars qui sont très intéressants pour la Bretagne et d'autres pour le Gard qui est un petit peu déjà aussi avancé, les cultivars qui vont être résistants et qui vont supporter aussi les températures élevées du Gard, hein, puisque l'été, on est autour de 42 sur la plantation. Après, il y a un système de brumisation qui aussi permet de contrôler l'humidité, mais néanmoins, il supporte sans problème ces températures-là, pardon, et quelquefois des périodes de sécheresse. Et ce qui donne aussi, du coup, on parlait de profil aromatique tout à l'heure, ce qui va aussi donner un profil aromatique, donc le terroir, mais aussi le climat va influencer sur le profil aromatique.
C'est vrai que c'est pas automatique. C'est pas en récupérant des super cultivars d'Asie qu'on aura des bons thés ici, parce que toutes les conditions changent. Et ce que tu as raconté, ça me fait penser qu'on n'a pas tous les mêmes contraintes à l'échelle de rien que la France, qui peut être très diverse en termes de climat. Moi, c'est plutôt des contraintes de froid, toi des contraintes de sécheresse dans le Gard, par exemple. Donc, il faut en trouver plusieurs cultivars. Oui, c'est ça. Trouver le plus adapté. Mais c'est un petit peu le travail finalement de Denis aussi qui est le plus avancé là-dessus. C'est d'avoir donc Denis Mazerolle qui est le producteur de Bretagne, le producteur pionnier en Bretagne et qui a déjà commencé à évaluer un certain nombre de cultivars, en tout cas adaptés à la région bretonne, mais qui nous donne aussi une idée pour le futur. Et puis surtout l'île de la Réunion, qui est aussi une des plus vieilles plantations françaises, il ne faut pas l'oublier, alors en zone tropicale pour le coup, mais qui nous donne aussi une idée des types de sols, parce que c'est un sol extrêmement volcanique et dont les paramètres sont parfois un petit peu différents des sols acides limoneux qu'on peut retrouver en France. Je voulais juste rajouter aussi par rapport à Denis Mazerolle et sa femme Moïse que j'accompagne sur un peu justement l'amélioration du process, parce que comme on l'a précisé au début, c'est vraiment très proche de la vigne, hein. C'est ça, moi, personnellement, d'ailleurs, qui m'a fait venir travailler dans le thé. On a vraiment toute une partie de production, donc ce qu'on appelle la plantation ou le jardin de thé, qui est l'équivalent de la viticulture pour le vin. Et puis après, on a toute la partie de transformation de la feuille, qui est l'équivalent de la vinification pour le vin, qui est très importante et qui va effectivement donner des profils organoleptiques très différents suivant que ce thé-là, on va le processer en vert, en noir, en bleu-vert. Enfin, il existe 6 principales couleurs dans le thé, suivant la manière dont on transforme la feuille. Et c'est vrai qu'en Bretagne, alors pour le coup, pour ces cultivars qui sont adaptés au sol breton que Denis et Wheezy ont développé depuis plus de 10 ans maintenant, on a vraiment vu ensemble qu'il y avait des cultivars qui passent pas bien en thé noir, qui vont beaucoup mieux passer en thé vert. Il y en a d'autres qui sont vraiment polyvalents. Il y a aussi la notion de saisonnalité qui est importante, qui est d'ailleurs traditionnellement utilisée en Asie. Souvent, on va commencer par processer le thé plutôt vert quand ce sont des thés de printemps, de toute première période printanière. Et ensuite, on va enchaîner sur des thés noirs parce qu'on va avoir des feuilles qui vont avoir plus de structure, de tanin. Et c'est ça qu'on va rechercher dans le thé noir. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de saisonnalité qu'on peut retrouver sous nos climats, qui est traditionnellement utilisé sous climat tropical humide en Asie, mais qu'on va aussi retrouver sous nos climats. Et là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on est, même si on est sur un tout petit territoire en France, on est sur des écosystèmes qui sont très différents les uns des autres, comme tu le disais, Jérémy, comme le disait Lucas. Et ça permet, on est vraiment dans une période de test et de l'adaptation du cultivar au terroir et de la manière ensuite de processer cette feuille et de voir comment elle va réagir en fonction de la période de récolte et en fonction du type de cultivar. Super, ben merci. Merci à tous. Alors, du coup, sur ces enjeux d'adaptation des plants de thé, en gros, à partir de quand et de quel âge pour le plant peut-on commencer à récolter? Donc, il y a eu plusieurs votes sur cette question-là. Donc, J'ai la question à Jérémy qui a commencé à récolter déjà. Il y a un peu une règle qui est établie, en tout cas une règle. Très souvent, on dit que c'est à partir de la 5e année où on part du principe que le théier est mature et il atteint, on va dire, un intéressement optimum à partir de la 10e année. Je pense que c'est une règle qui est valable, en tout cas de ce que je me suis rendu compte, au travers des expériences, qui est assez valable plutôt en Asie. Encore une fois, on s'est rendu compte dans le Gard, sur différentes parties test, que le climat permettait de récolter, on peut récolter tout le temps, ça, il n'y a pas de problème, mais d'atteindre une qualité organoleptique intéressante sur une récolte d'été, ce qu'on produit, parce que la plante en fait, subit tout simplement un stress hydrique, comme pour une plante aromatique, et concentre beaucoup de composés aromatiques dans les feuilles. Et donc, on arrive à atteindre quelque chose. Par contre, en termes de rendement, on n'y est pas encore, soyons très clairs. On arrive à quelque chose d'intéressant en termes de structure organoleptique,
aromatique, mais en termes de rendement, on n'y est pas du tout. Nous, l'année dernière, on a de tête fait à peu près 10 kilos, enfin moins de 10 kilos, 7 kilos de production. Voilà. Plus des phases de test, là encore, sur la transformation, parce que l'idée, c'est aussi d'expérimenter. Le thé blanc que l'on a sorti donc cette année, on a travaillé dessus 3 ans pour atteindre cette qualité-là, chercher les bons moments de récolte. Donc, entre le printemps, les récoltes plus tardives en automne, et puis surtout les récoltes d'été. Et c'est pour nous la récolte d'été dans le Gard qui convient le mieux sur la transformation du thé blanc. Voilà. Merci Jérémy. Alors, on a une autre question sur quelle structuration aujourd'hui pour les partages techniques au niveau de la filière thé et quid du rattachement de la filière à un institut technique existant, comme par exemple l'ITEPMAI, que je ne connais pas, notamment au vu des spécificités organoleptiques. Je reprends du coup la parole. L'idée de l'association de valorisation des producteurs de thé, c'est effectivement de valoriser cette filière, mais aussi d'apporter, on va dire, un appui technique. Et elle va se professionnaliser avec cet appui technique et elle va, comment dirais-je, se développer avec toutes ces connaissances-là sur le territoire français. Donc, chaque producteur va apporter un certain nombre d'éléments. Peut-être que d'ici un an ou deux, on va commencer à travailler sur un livre blanc avec beaucoup de ressources et qui se développera au fur et à mesure. L'idée aussi, c'est d'accueillir bien évidemment des étudiants dont les sujets, par exemple, de thèse peuvent être ce sujet-là et de les accompagner et là encore de collecter et comment dirais-je, contribuer pour la valorisation de cette filière-là et de la totalité des producteurs. En France, on est trop jeune pour avoir comment dirais-je, un réseau technique ou un institut technique sur le thé français. C'est encore un peu trop, c'est trop jeune, c'est trop prématuré. Mais ça va venir, on l'espère en tout cas. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est des échanges un peu de 2 à 2 par des personnes qui se connaissent dans le monde du thé, enfin, dans quelques petits producteurs. Il y a l'association européenne de thé dans laquelle il y a des producteurs un peu plus avancés en Europe qui partagent un peu avec nous. Donc, mais ça en est qu'à ce stade-là. Et même tout le monde ne peut pas faire vraiment de retour sur ce qu'il a fait, parce qu'il faut quelques années et plusieurs expériences de transformation avant de pouvoir dire des choses un peu robustes. Et complètement. Et du coup, sur ces enjeux d'adaptation des plans, qu'est-ce qu'il en est des connexions avec les organismes de recherche comme l'INRA, des choses comme ça? Là, avec l'association européenne, il y a eu un contact, il y a eu 2-3 contacts faits avec l'INRA, le CIRAD, et en fait, actuellement, ils ne sont pas intéressés pour travailler, pour répondre vraiment simplement. Je trouve que c'est génial que ça démarre, mais ça n'a pas du tout mené à des objectifs de recherche. Mais bon, ça reste une idée dans la tête, je pense, de tout le monde, et il va falloir attendre un petit peu que ça se développe et qu'il y ait de quoi chercher. De toute façon, dès que la filière, à mon sens, deviendra une filière professionnelle, qu'elle se sera complètement professionnalisée, ils se réintéresseront à nous. Il y a des choses qui sont déjà en train de se passer dans certaines collectivités. L'intégration des producteurs donc dans les plans alimentaires territoriaux, ça va faire partie de l'intéressement plus tard justement de ces grandes structures comme l'INRA ou d'autres. Mais il va falloir passer par cette professionnalisation-là. Alors, on avait une question d'Anne dans l'espace discussion. Et donc, Anne posait la question de quid des ressources génétiques des plantations en Turquie. Là, je sais qu'il y a des cultivars de Géorgie qui sont arrivés dans une pépinière en Italie et que des producteurs portugais et du Pays-Bas font des tests avec. Et je crois qu'ils ont des bons résultats sur des thés verts surtout. Mais après, bon, je ne sais pas quel cultivar en Turquie et si ça à quoi faire référence, mais il y a des cultivars géorgiens aussi qui sont arrivés en France. Je pense que les cultivars turcs sont très proches. C'est de l'Assamica, c'est de la grande feuille. On doit être très proche des cultivars géorgiens.
l'adaptation, en tout cas, je sais qu'en Bretagne, Denis et Wazy ont trouvé que l'adaptation n'était pas top. Et moi, j'en suis à l'état très, très expérimental, mais j'ai une ferme familiale en Corrèze, donc on est sur les contreforts du Massif central. C'est une zone qui est quand même assez difficile, hein, puisqu'il y a quand même le climat est un peu rude, malgré la remontée des températures à cause du changement climatique. Par contre, la terre est vraiment propice, c'est une terre très acide qui est propice au théier, hein, puisque le théier s'épanouit vraiment sur des terres acides. J'ai tenté des cultivars qui étaient a priori plutôt d'origine chinoise et d'autres d'origine assamica, à grande feuille, et la grande feuille n'a pas du tout tenu, quoi. J'ai perdu, j'en ai planté une cinquantaine, j'avais planté 25 de chaque, et l'assamica, j'ai quasi tout perdu. Donc, mais c'est vraiment à l'état expérimental, hein. Je pense, Lucas et Jérémy, je pense que c'est pareil, on est vraiment dans des balbutiements et on Assamica, chez nous, tente. il ne tient pas, hein. Ouais. Il a du mal, hein. Il a pas tenu au gelé. Enfin, il a pas tenu. Il a vraiment. C'est celui qui a pris le plus de coups et on sent il a un peu des difficultés chez nous. Voilà. Mm. Et, Moi, c'est pareil. Mm. Donc, Alors, les ressources génétiques des plantations en Turquie, pourquoi pas, mais je pense que c'est très proche. Enfin, à mon avis, c'est des variétés qui sont très proches de la Samica. Alors du coup, on a une autre question sur le chat pour voir du coup si d'un point de vue organoleptique, comment en fait vont se situer les thés français versus les équivalents qui vont être cultivés en Chine, au Japon, ou est-ce que c'est encore déjà trop tôt pour pouvoir faire des comparatifs? Comment on se positionne par rapport à tout ça? bah, moi, je pense que c'est pour le moment, on est encore dans une phase trop expérimentale. Un point commun que j'ai pu constater sur les thés poussant en métropole, c'est qu'il y a un profil aromatique qui est commun et qui va être différent de ce qui peut pousser sur l'île de la Réunion. Mais pour le moment, à ma connaissance, personne n'a des cultivars japonais sur les plantations. Après, je crois qu'il y a quelques cultivars japonais à Albi, mais pour le moment, il n'y a pas de transformation de ces théiers. Donc, du coup, on n'a pas de retour et surtout, personne n'utilise de la manufacture, enfin, la transformation japonaise pour le moment, qui est une transformation qui est un peu différente et qui demande aussi de nombreux instruments que pour le moment, je pense, sont coûteux et que les planteurs ne peuvent pas se payer, quoi. Non, et puis pour le coup, le savoir-faire aussi. Et le Donc, savoir-faire. je pense que ce qui pourrait être intéressant à terme, c'est d'avoir des transferts de compétences et d'avoir des spécialistes asiatiques qui aient des échanges sur cette thématique de transformation qui est quand même, enfin, le terroir, c'est important, mais la transformation du thé, c'est quand même un des facteurs qui va potentialiser et qui va vraiment permettre de faire un bon thé. Donc la transformation, c'est une étape clé dans le processus de production du thé. Et ça, c'est vrai que on est encore assez novice et ça passera plus par un appui sans doute auprès d'experts des pays producteurs asiatiques qui sont spécialisés depuis plusieurs millénaires dans le process de cette plante. Plutôt que notamment par l'INRA et le CIRAD dans un premier temps, qui peut apporter effectivement cet appui au niveau de la ressource génétique. Mais je pense que là, le challenge aussi, c'est la transformation de la feuille. Ouais. Et donc, du coup, c'est la thématique qu'on verra un petit peu après. Donc, quelques minutes encore, Lydia, avant qu'on aborde cette thématique. On a encore quelques questions sur l'aspect culture et l'aspect plan de thé. On a une question notamment d'Armel qui dit est-ce que la plantation peut se faire de façon associée à d'autres plantes? Alors là, je me tourne vers toi, Lucas, puisqu'on a eu un projet cet été justement d'agroforesterie avec les théiers. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'issue de ce projet qui avait été développé avec AgroUp et Agro-Entrepreneurs? Alors toi, tu connais les premières conclusions, mais ça a un peu évolué. C'est que moi, depuis le s'il te début, plaît. j'avais envie de planter des théiers en agroforesterie. Donc, la conclusion qu'on a eue avec Clémence et une équipe d'étudiants avec AgroUp, organisée par Agro-Entrepreneurs, c'était qu'on pouvait installer les théiers avec idéalement des tilleuls
et des pommiers, donc des plantes qui poussent déjà ici dans les Pyrénées. Bon, finalement, je n'ai pas planté de pommiers parce que les pommes auraient pu attirer des sangliers si elles tombaient, qu'elles moisissaient, des choses comme ça. Donc, des considérations très pratiques qui m'ont fait éviter ça. Mais voilà, et puis après avoir discuté en fait avec un pépiniériste spécialisé des camélias dans les Landes, il sait déjà très bien avec quelle plante le camélia va très bien. Donc il m'a conseillé l'érable. Donc j'ai mis 2 érables de pépinière et 2 érables que j'ai pris dans la forêt. Et enfin l'acacia, qui est une ombre, qui est un arbre, qui est une légumineuse, qui va nous fixer l'azote dans la parcelle et qui fait une ombre très, très éparse. Donc plus intéressant pour avoir au fur et à mesure de la journée, une ombre plutôt répartie sur la parcelle et légère qui évite les coups de chaud, les coups de soleil au théier. Donc, finalement, Jérémy m'explique que le soleil, ça fait du bon pour le thé blanc. Donc, heureusement, je n'ai pas mis des arbres partout, donc on verra. Peut-être que ça jouera. Je pense qu'il faut, de toute façon, l'idée, c'est que le théier soit aussi dans un, comment dirais-je, dans un environnement et dans un biotope avec d'autres essences. Je pense que c'est véritablement important. On ne pourra jamais faire en France ce qui est fait en Chine ou ce qui est fait en Inde avec des plantations où il n'y a que du thé sur des centaines et des centaines de mètres. Par contre, jouer cette carte de la biodiversité végétale sur la plantation, créer un microbiome, créer une symbiose avec un système mycorhizien adapté, etc., ça peut être notre force en tant que producteur français. Dans le Gard, on a fait quelques essais sous châtaignier et on se rend compte aussi que du coup, il y a quelque chose de très intéressant à faire sous châtaignier. Donc oui, l'acacia, l'érable, évidemment, le tilleul. En plus, ce sont des arbres avec comment dirais-je, des ombres portées. Donc effectivement, c'est intéressant, très intéressant. Je dirais qu'il y a 2 avantages. Il y a créer le microbiome qui permet d'être peut-être plus résilient face à des événements climatiques pour une nouvelle culture en fait, qui a peu d'années d'existence dans les endroits où on essaye. Ça évitera d'avoir trop de problèmes, voilà, des risques qu'aujourd'hui on connaît. Et peut-être que ça changera très possiblement les goûts. C'est-à-dire, il y a quelques plantations qui ont été faites, et j'ai fait ça aussi, comme Jérémy, carrément sous des forêts, sous des châtaigniers, ou alors sous des forêts éclaircies. Certainement, des théiers qui poussent sur un sol forestier, dans une ambiance forestière et en plein champ, même avec de l'ombre, on aura des profils aromatiques complètement différents. Donc, il y a aussi cette exploration-là. Eh bien, parfait. Merci beaucoup à tous. Je vous propose qu'on passe à la thématique suivante, qui, comme le disait fort justement Lydia, est la transformation. Donc, c'est aussi un des enjeux clés de la qualité, de la différenciation du thé français. Donc, plusieurs interrogations sur cette thématique. Déjà, quels sont les grands enjeux de la transformation de ce thé en France? Quel est notre état un petit peu des connaissances sur la transformation? Comme tu le disais fort justement, Lydia, c'est vrai que nous, on est quand même assez novices sur ces aspects-là, à contrario des pays d'Asie qui vont avoir des milliers d'années d'expérience sur cette transformation. Et puis, est-ce que, donc voilà, si chacun après, vous pouvez un petit peu nous détailler votre parcours sur ces aspects-là. Et puis, Jérémy, bien sûr, tu nous parleras de la formation que tu es dont tu es l'initiateur, sur tout ce qui va être les tea experts et les tea sommeliers. Donc, peut-être que Jérémy, tu peux commencer à prendre la parole et puis on tournera après. Effectivement, l'association nationale de producteurs de thé français a souhaité développer une formation. Bon, l'association a déjà pour but de valoriser cette filière, encore une fois, et de la professionnaliser. Je pars du principe que la professionnalisation passe évidemment par la formation et qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en termes de formation. Donc, l'idée était de regrouper par spécialité sur le territoire français, sur la partie agriculture, sur la partie transfo, analyse sensorielle, donc ce qu'on peut effectivement dire tea expert ou tea sommelier, jusqu'à la revente et l'exportation. Donc, ce sera une formation qui sera ventilée à peu près sur 600 à 1000 heures, qui sera référencée au répertoire national des certifications. Et pour ça, on a commencé à s'appuyer sur des experts
des experts français et au fur et à mesure étendre cette collaboration à l'international et avoir des experts d'autres pays. Donc, on a contacté déjà certains pays comme la Chine, le Vietnam, Taïwan, où on commence déjà à avoir des contacts pour justement avoir ce soutien sur la transformation et sur toute cette manufacture, sur les instruments à utiliser aussi. L'idée de l'association, c'est aussi de mutualiser les frais pour l'achat de ces instruments de transformation, pour aussi alléger un petit peu la charge des agriculteurs ou des jeunes agriculteurs. Donc, il y a des choses qui sont en train de se développer et cette formation-là sera une formation donc, qui sera disponible pour tous les professionnels et tous ceux qui veulent s'installer comme professionnels du thé au sens très large de la filière thé. Voilà. Super, merci Jérémy. Est-ce que Lucas ou Lydia, vous voulez ajouter des éléments un petit peu sur l'importance de ces aspects de transformation et les enjeux qu'il va y avoir en France à ce niveau-là? Vas-y Lydia, c'est toi pour l'instant la spécialiste. Allez, Lydia, on t'écoute. C'est comme le vin, après chacun va choisir. Je pense que c'est là où il va y avoir aussi un gros travail après avoir trouvé l'adaptation des cultivars au terroir et faire en sorte que les théiers ne meurent pas et s'épanouissent pleinement dans les terres françaises. La deuxième étape, effectivement, ça va être de voir sous quelle couleur ils sont les plus propices à être transformés et faire des essais. Et voir après, suivant peut-être aussi l'altitude, suivant l'exposition, suivant les caractéristiques de chaque écosystème, on aura peut-être plutôt une cartographie de spécialité, j'en sais rien, avec et puis l'affinité aussi de celui qui va travailler le thé, ça c'est très important. Ça se sent, il y a des... je pense encore à Denis et Wazy, mais ils sont grands amateurs de thé vert et ça se sent dans leur process. Ça se sent dans le style qu'ils donnent à leur thé, même le thé noir. Donc, il y a aussi cette dimension-là d'affinité du producteur avec son produit et qu'est-ce qu'il veut en faire, comment il veut le travailler. Et après, au niveau des... En fait, dans la panoplie des couleurs, il y a des couleurs qui sont plus ou moins faciles à travailler avec plus ou moins d'outils. Alors, le thé blanc, par exemple, c'est un thé qui est assez facile à mettre en place, en tout cas pour tester et puis pour équilibrer son process, parce qu'il ne demande pas beaucoup d'outillage. C'est un séchage qui peut être quasi naturel. On est très proche d'un séchage de plantes aromatiques. Les autres couleurs de thé, je pense par exemple au thé bleu-vert, au oolong, qui est un thé semi-oxydé, va demander beaucoup plus de machines ou en tout cas un savoir-faire parce que le process est très complexe. Où Jérémy citait certains thés verts japonais, c'est pareil, le process est très complexe. Et quand il est mécanisé, il y a plusieurs machines qui interviennent pour arriver à l'effet escompté. C'est traditionnellement, à l'origine, tout était manuel, mais ça a été mécanisé parce que quand c'est manuel, c'est des heures et des heures de travail. Donc, je pense qu'il y a aussi ce paramètre-là, c'est de commencer aussi avec des choses qui sont un outillage, une technologie qui est accessible pour pouvoir tester son produit, voir comment on va le travailler. Et après, petit à petit, aller vers la diversification en fonction de la complexité des outils qu'il va falloir acheter pour travailler la feuille. Et puis ça va aussi avec, en face, une quantité produite. Si vous récoltez, je pense qu'actuellement en France, on est à peu près de ce que j'ai calculé, on doit être à peu près à 15 grammes de thé par théier. On est à peu près pour une plantation, vous direz Jérémy et Lucas, mais on est à peu près à 120 kilos pour 1 hectare de thé planté avec 8000 théiers. Il faut savoir qu'en Asie, on va être pour les petites productions, notamment les productions où les quotas sont réglementés comme l'appellation Darjeeling,
on va être à 600 kg hectare, qui est une petite production. Sur des grosses productions industrielles, on va monter à 3000 kg hectare. Donc, il y a aussi au niveau de l'outillage une dimension à donner en fonction de ce qu'on va produire. Et là, je pense aussi le challenge, c'est trouver des outils qui vont être adaptés à des micro-batchs, à des mini-productions. Oui, complètement. Ouais, je pense que beaucoup de producteurs rêvent de faire du houblon, mais on n'y arrivera que plus tard. Ou alors ce sera pour notre plaisir au début comme ça, mais professionnellement, c'est pas possible de le faire avec les machines, avec des si petites quantités. Puis Oui, ouais, je et pense le qu'on faire à la va- main, ça peut être fait à la main, même le houlong perlé. Hein. Le houlong torsadé peut être fait sans machine particulière, mais c'est surtout le houlong perlé. Ça peut être fait à la main, mais là, pour le coup, il faut avoir un spécialiste taïwanais ou chinois qui viennent. Et puis, il y en a plus beaucoup, en plus, qui savent travailler à la main. Donc, tu veux dire les houlons en boule en boule, oui. qui se roulent en boule. Ah oui, Ouais. oui, oui. Non. Mm. Ah, bien sûr. Non, mais je te partage ce que tu disais sur les individualités, quoi, les personnalités de chacun. Tous ceux qui se sont lancés dans le thé, ils y vont sans garantie et ils y vont parce qu'ils aiment ça en général. Denis adore le thé blanc. Moi, j'adore les houlongs. Je ne vais pas en faire de suite, on l'a dit. Mais donc, moi, je vais plutôt aller vers des thés blancs et des thés noirs. Et c'est comme ça que ça va beaucoup se passer, je pense. Mm. Mais et donc, après, il y a deux. On peut attendre l'aide de personnes et je pense que ce sera essentiel qu'il y ait des experts qui viennent. Ce sera génial. Et je pense que ça va beaucoup se passer quand même sur de l'expérience, petit lot par petit lot, apprendre à connaître les feuilles, savoir ce qui se passe quand on fait un roulage ou un autre, un temps d'oxydation ou un autre. C'est ce qu'a fait Jérémy, a expliqué ça sur le thé blanc, les différents essais à différentes saisons, différents paramètres. C'est beaucoup, beaucoup de temps, mais comme aujourd'hui, on ne peut pas demander de l'aide à des experts chinois, on fait ça à notre échelle et c'est ça qui apportera aussi des originalités. Tout à fait, oui. Même si effectivement on va s'appuyer sur un savoir-faire empirique, effectivement le thé blanc, empiriquement c'est une tradition chinoise, on s'est appuyé sur cette transformation-là, on s'est rendu compte qu'il séchait très vite parce que du coup, encore une fois, sur les plantations, on monte à 40, 42, donc du coup le thé sèche un peu plus vite que dans certaines régions chinoise et du coup on est assez satisfait du résultat. Il y a encore du travail, bien sûr, on peut toujours perfectionner, ajouter des temps de séchage, ajouter des temps de dessiccation pour encore jouer sur le profil aromatique. Les essais on a fait 2 essais, un essai sur le thé noir qui n'a pas du tout été concluant, parce que là encore sur une petite quantité et que le savoir-faire n'était pas là. C'était pas mauvais, mais voilà, c'était pas très intéressant. On a travaillé un thé oolong un peu à la façon Baozong, donc un thé taïwanais, qui était déjà plus intéressant. Mais là encore, il y a du travail et c'est pas, on ne peut pas dire on plante et on récolte la même année et on transforme et on fait quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il faut travailler sur le sujet, il faut essayer, tester, faire goûter. Voilà, c'est aussi du partage dans la transformation. C'est-à-dire qu'il faut partager les expériences que l'on a eues pour arriver à quelque chose d'intéressant. On va commencer à passer aux questions. Donc, on a déjà une première question, c'est est-ce qu'il existe des vignobles où on va avoir des théiers qui sont plantés? Est-ce que ça pourrait avoir un intérêt? Donc ça, du coup, c'est peut-être plus pour toi, Lydia, qui a la double expertise à la fois thé et vignoble. Alors ça peut être compatible à partir du moment où on est sur un sol acide. Alors pour moi, la majorité des cépages, on est plutôt sur des sols calcaires ou argilo-calcaires, mais je sais qu'il y a quelques vignes sur des terres volcaniques. Voilà, donc après, le théier ne supporte pas un pH supérieur à 5. Hein. C'est vraiment une des caractéristiques, c'est d'avoir vraiment une terre acide. Et est-ce que ça aurait un intérêt, du coup, pour les vignes ou pour les théiers? Alors, un intérêt,
Je pense qu'on verra ça peut-être dans le troisième volet sur le marché, mais en termes d'agrotourisme, de découverte, bien sûr, ça a un intérêt de montrer, c'est quand même deux plantes, l'une pour ses fruits, l'autre pour ses feuilles, qu'on récolte et qu'on va transformer, où il y a vraiment la main de l'homme qui intervient pour potentialiser ce potentiel aromatique. Donc oui, ça peut avoir un intérêt d'avoir les deux cultures conjointes. C'est juste savoir si elles vont être compatibles sur le même terroir. Ok. Et alors, j'aurais voulu rajouter, oui, je fais mon mémoire de fin d'études, donc on va parler d'Ève, sur le territoire de Baïgori, au Pays Basque, où il y a l'appellation Irouléguy, sur des sols acides. Et avec cette question, est-ce que le thé pourrait s'y développer? La première chose, c'est que la saison de travail du vin est la même que celle du thé à peu près. Donc la même personne aurait du mal, si elle fait déjà du vin, à faire du thé. Ensuite, est-ce que ça pourrait venir dans la même parcelle? Un petit peu, ça serait possible, mais s'il y a déjà les tracteurs qui passent, tout ça, où est-ce qu'on met le thé? C'est un peu difficile. Mais c'est sûr que la complémentarité, par contre, elle est dans la même personne, ou en tout cas peut-être plutôt le même territoire, qui propose deux produits de qualité comparables. Et je ne crois pas trop, pour moi à l'association vigne-thé, pour le même agriculteur. Ok. Alors, on va avoir une autre... Ouais, non, est-ce que tu voulais compléter? On a une autre question de Diane qui nous dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a des thés qui sont déjà commercialisés? Donc, j'imagine que tu parles de thés, Diane, qui sont cultivés en France. Ou les producteurs sont-ils encore au stade de recherche et de production pour leur propre consommation? Aujourd'hui, vous allez avoir 3 producteurs qui vont commercialiser leur thé. Donc, l'île de la Réunion, qui commercialise, qui commercialisait jusqu'à présent uniquement sur l'île et pour la partie tourisme, mais qui aura très prochainement une plateforme de commercialisation pour la métropole. Ensuite, Denis Mazerolles, qui commercialise son thé, mais en petite quantité. Donc la ferme de Bruggerolles, David Mack, pour le Gard, qui a commercialisé donc, ce qu'il avait récolté donc, en 2020 et qui a du coup déjà été vendu parce que les quantités sont insuffisantes pour, par contre, inonder le marché français, même si on sent bien qu'il y a une demande, mais ça sera le sujet de la thématique d'après, exactement. Donc, on ne va pas faire la transition tout de suite parce qu'il y a encore quelques questions. On a une autre question qui concerne les aides publiques. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des aides publiques pour développer cette filière thé en France ou pas? Non, alors à ma connaissance, non. C'est bien le sujet de l'association. Encore une fois, l'idée d'intégrer les plantations dans le PAT, donc plan alimentaire territorial, permettra aussi d'obtenir l'ouverture de valves financières. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Je travaille beaucoup sur la partie du Gard parce que du coup, j'ai commencé à installer un réseau là et c'est un peu le laboratoire aussi avec les élus locaux et le travail que je fais pour le moment dans ce secteur. Mais l'idée, c'est de pouvoir étendre ça aux Pyrénées, étendre ça à La Réunion, etc. Donc, pour le moment, ça n'existe pas. On espère qu'effectivement, le fait de contacter donc, les régions, d'intégrer ces PAT permettra l'ouverture de finances publiques au même titre que d'autres types de cultures, au même titre que du financement pour la vigne, etc., même si les volumes ne sont pas les mêmes aujourd'hui de rendement, évidemment. Alors justement, concernant les rendements, on a une question de Tanguy qui demande si ces rendements sont donnés en masse fraîche ou en masse sèche. En masse sèche. En masse sèche, ok. On a une autre question qui nous demande est-ce qu'on pourrait créer une nouvelle couleur de thé avec le savoir-faire français? Oui. Ça, c'est quelque chose qui est possible de oui, rêver. On pourrait, hein, en Chine, on a ce qu'on appelle les nouveaux thés blancs, qui sont des comment dirais-je, des avatars des thés blancs empiriques, avec un process de transformation un petit peu différent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils les appellent les nouveaux thés blancs, parce qu'on ne peut pas appeler ça du coup véritablement un thé blanc, mais pourquoi pas inventer un process, pourquoi pas inventer quelque chose. Après, je pense que tout est assez dit dans
dans la manufacture actuelle. Peut-être qu'on pourra jouer sur le fait de fumer un thé avec des bois spécifiques à la France. Peut-être qu'on pourra jouer sur ça, de l'imprégnation avec des plantes qu'on retrouvera uniquement en France. Mais typiquement sur la couleur, ça pourrait être un peu compliqué quand même. Hormis pour ces nouveaux thés blancs un peu hybrides. Voilà. Super. Alors, on a une question de Claire qui dit souhaitez-vous commercialiser des thés entre guillemets mélangés avec des plantes locales, ou est-ce que vous avez envie de rester au plus proche en fait du produit, enfin du thé en tant que tel? Je pense que ça commencera avant tout avec des thés nature. Je pense qu'il faut les appeler comme ça, pas mélanger, parce que le travail qui va être fait va être vraiment important. Ce sera des thés rares, les premiers thés faits en France, en Europe. Donc, pour valoriser cette qualité, il faut vendre les thés sans les mélanger, pour moi. Et après, bien sûr, dans un second temps, ça sera possible d'inventer des choses, de produire différentes qualités de thé sur la même parcelle. Comme on disait, il y a différents lots, il y a différentes saisons de récolte. On peut faire des récoltes plus ou moins fines, récolter plus ou moins de feuilles. Peut-être qu'il y aura des complémentarités entre les saisons. Peut-être qu'on fera des très bons premiers thés et que les seconds thés, on trouvera que c'est plus intéressant de les faire de qualité intermédiaire, thé noir mélangé. Mais ça, pour moi, ça arrivera que dans quelques années, une fois que sur des plantations qui seront plus volumineuses. Okay. La Réunion a déjà donc un peu d'avance, puisque la Réunion a été, peut-être ça doit remonter à 2004 ou 2005, et a commencé à travailler sur des mélanges parfumés avec des plantes endémiques à la Réunion. Le résultat est intéressant. On est sur un peu l'idée d'un thé par imprégnation, un thé classique. Ce n'est pas de la grosse recherche d'une composition parfumée comme on peut avoir dans certaines maisons, avec une idée poétique derrière, un paysage olfactif comme la gamme de Lydia, par exemple, où il y a une idée, une émotion qui a été développée et recherchée. Mais effectivement, je pense que ça peut, mais comme dit Lucas, l'idée, c'est déjà d'arriver à structurer un thé aromatiquement stable, quoi. Et puis l'art du mélange, tout ne va pas avec, quoi. C'est pour ça qu'on retrouve dans certaines maisons des choses qui sont pas très bonnes, parce que les bases de thé utilisées ne correspondent pas forcément avec l'association fleurs, fruits, épices. Voilà, il y a des matchs qui ne se font pas. Ok, alors on a une dernière question, puis après on va passer à la thématique d'après. Donc aujourd'hui, est-ce que la France en fait va être le pays d'Europe le plus avancé sur la culture du thé, ou notamment grâce à la Réunion, est-ce qu'on a d'autres pays qui vont travailler sur ces sujets? Et du coup, ça fait le lien avec une autre question qui voudrait comparer en fait la production de thé en France avec celle du Royaume-Uni. Voilà. Comment on se positionne par rapport à l'Europe en termes de culture de thé? Est-ce que vous avez des infos? Historiquement, c'est vraiment le Portugal avec les Açores qui a implanté la théiculture à la fin du 19e siècle. Après, c'était une culture industrielle. Donc, ils ont une mutation qu'ils sont en train de faire pour arriver vers ce qu'on appelle les thés de spécialité, des thés qui sont beaucoup plus raffinés. Donc, leur challenge à eux, c'est de remanier un peu la qualité de leur production et d'assurer cette transition. Je ne sais pas, Lucas, ce que tu en penses, mais je pense qu'ils sont en train de réorienter. En tout cas, certains jardins aux Açores sont en train de réorienter. Donc, le Portugal, de toute manière, le Portugal a une histoire ancienne avec le thé. Ce sont les premiers on dit qu'avant, les Anglais même sont les premiers à avoir découvert le thé en Asie. Et c'est donc pas un hasard si les Açores le permettant, le climat des Açores le permettant, ça a été implanté très précocement aux Açores. Après, pour ce qui est du Royaume-Uni, donc moi, il y a quelques plantations plus sous forme de jardin, et on a quand même des producteurs qui ont développé la théiculture en Écosse. Mais c'est très récent aussi. Je pense que ça date, pour les plus vieilles plantations, ça doit dater d'une 20aine d'années. Ok, oui, donc ça reste assez frais. Et je pense que la Réunion a joué de malchance, malheureusement,
parce que à plusieurs reprises, la production a été stoppée à La Réunion. Aujourd'hui, on arrive à retrouver des dates d'installation de camélias au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle ou XIXe siècle, mais ça a à chaque fois été interrompu. Et la dernière interruption donc, était dans les années 60 et a repris du coup en 2004. Donc je pense qu'on aurait pu avoir là aussi un gros laboratoire à ciel ouvert, mais ça a joué de malchance. Voilà. Ok. Bon, bah, super. Je vous propose du coup qu'on passe à la thématique suivante qui concerne les filières de vente. Donc, quelles vont être aujourd'hui les filières de vente pour ce thé français? Est-ce qu'on peut parler de vente directe, de parrainage, d'exclusivité? Comment ça se déroule? Et puis, l'idée, c'est aussi d'aborder la notion de l'image du thé à l'international. Comment est-ce qu'est perçu ce thé qui est produit en France? Alors, qui veut commencer là? Peut-être je peux commencer là-dessus. De ce que j'ai vu, des producteurs que je connais, il y a au lancement des projets des parrainages. Je connais au moins 3 projets comme ça. Donc moi-même, c'est encore en cours. Les théiers sont à parrainer et donc il y aura un suivi des premières récoltes par des parrains. Ce qui permet d'amener des parrains dans l'histoire qui vont goûter le thé au fil de l'évolution, qui permettent au projet de démarrer. Donc, Denis Masserole a commencé comme ça. Je crois que quasiment tout son thé a été commercialisé comme ça aujourd'hui. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Et ensuite, après, pour l'instant, je crois qu'on est sur des tellement petites quantités qu'on n'a pas encore de retour d'expérience sur beaucoup de ventes. Là, c'est plutôt peut-être Lydia et Jérémy qui pourront partager leur expérience. Vas-y, Lydia, je t'en prie. Je pense qu'il faut peut-être déjà replacer la France dans le contexte international, hein. On est un petit acteur en quantité de l'importation de thé, puisqu'on importe à peu près 20 000 tonnes annuelles sur plus de 5 millions de tonnes qui sont produites annuellement. Par contre, ce qui est intéressant en France, moi je travaille dans le thé depuis 1995. Je suis arrivée au début où l'émergence de ce qu'on appelle les thés de spécialité, où il y a eu un regain d'intérêt pour le thé qui avait un petit peu disparu pendant un certain temps en France. Ça a recommencé cet intérêt pour le thé comme on peut avoir pour le vin a commencé à se restructurer en France dans les années 80. Et ce qui est intéressant sur ce petit territoire, qu'est la France, par contre, c'est que dès le début, on a vraiment eu, je pense que ça vient de notre culture gastronomique, on a été très amateurs très rapidement de thé de spécialité. On n'a pas du tout, la majorité de la consommation reste du thé de supermarché, bien sûr, comme dans beaucoup de pays. Par contre, on a une demande de la part du consommateur de variété de thé, beaucoup plus importante qu'on pouvait l'avoir notamment au Royaume-Uni, notre voisin, qui est un gros consommateur en volume de thé. En France, on va consommer 300 grammes par habitant par an, alors qu'en Angleterre, on est à plus d'1 kilo par habitant et par an. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à la production future, en cours de structuration et future belle production française de thé, c'est qu'on a un marché national qui est mûr pour accueillir ce type de produit. Parce qu'on a cette historique déjà par rapport au thé de spécialité, au thé haut de gamme qui existe déjà depuis les années 80. Après, moi, je crois beaucoup aussi à l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, de l'agrotourisme. Je pense que l'intérêt aussi d'avoir cette production française pour un produit, je pense que quasi tout Français connaît, mais qui est synonyme de lointain. Ce qui est super intéressant, c'est d'avoir cette proximité et de jouer aussi pour les producteurs et les productrices sur cette proximité. De pouvoir que les gens puissent visiter, être en contact avec le terroir, avec ceux qui transforment le thé. Voilà, un peu mon ressenti. De toute façon, je pense qu'il faut effectivement focaliser sur un thé, entre guillemets, d'excellence,
comme on sait faire d'autres types de produits, que de toute façon sur un Ah oui, volume. bien sûr. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Je pense qu'il y a de toute façon en France une véritable demande aussi pour du circuit court, pour du Made in France. Et on le voit, hein, dès qu'on a commencé à communiquer sur comment dirais-je, la production de thé sur le territoire, il y a eu de la demande. Il y a eu de la demande, l'envie d'avoir ce thé, de les goûter, etc. Donc oui, je pense que le thé français sera bien accueilli par la clientèle et il va falloir ensuite trouver comment le vendre au meilleur prix aussi et surtout pas les leurrer sur la qualité, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Oui, c'est important. Je pense qu'il y a une grosse attente et il y a la curiosité d'aller goûter un nouveau goût de thé pour tous ceux qui sont intéressés par le thé français. Et il ne faut pas juste se reposer là-dessus parce que ça ne fonctionnera pas à long terme. Donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut plusieurs années avant de sortir le thé qu'on considérera comme enfin à la juste valeur, méritant peut-être d'être commercialisé. Et puis je pense que le fait que l'été soit plus tard labellisé, bon, déjà la plupart des producteurs aujourd'hui sont en agriculture biologique, hein, mais le fait d'avoir aussi un AOP ou un IGP, ou donc ce fameux label Thé de France, je pense que ça va aussi réconforter et rassurer le consommateur. Je pense qu'il y a toujours beaucoup d'appréhension quand on va choisir un thé. Il y a eu beaucoup d'appréhension avec les thés japonais après l'incident à Fukushima, beaucoup comment dirais-je, de préjugés sur certains thés chinois et la pollution qu'on pouvait retrouver dessus. La qualité des thés indiens, où souvent on pensait que c'était uniquement de la manufacture en feuilles brisées. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de préjugés sur certains types de thé. Et maintenant, on les connaît en tant que Français, et bien on va essayer de les contourner pour arriver à un résultat rapide en termes de qualité ou en tout cas de transmission de qualité. Et si aujourd'hui on veut acheter un thé qui est cultivé et produit en France, comment on s'organise? Est-ce que ça va être de la vente directe? Est-ce que ça va être comment c'est possible de s'en procurer? Je pense qu'aujourd'hui, chacun fonctionne un peu avec leur site de revente. Mhm. Je pense donc du coup à La Réunion qui aura cette plateforme disponible pour la métropole. Denis Mazerolle donc sur Filleul des Fées, puisque c'est le nom de sa marque. Pour le Gard, c'était des Cévennes. J'imagine que Lucas fera la même chose, aura une interface de vente quand il produira avec le thé des Pyrénées. Et je pense que du coup, dans un premier temps, ce sera comme ça. On a, du coup, pour le Gard, ce que je connais le mieux, ou d'autres, ou même pour La Réunion, puisque je travaille un petit peu avec eux aussi, on a trouvé des personnes qui souhaitaient revendre en boutique ces thés-là. Néanmoins, on aura toujours le même problème de la quantité. Alors, La Réunion produit plus que le Gard, La Réunion produit plus que les producteurs métropolitains, mais on n'en fait pas non plus des tonnes, quoi. Okay. Je pense qu'il n'y aura pas de problème de débouché. Ça fait plaisir à entendre quand on sait que tu connais bien ce marché. Ça rassure. Alors du coup, Lydia, toi, pourquoi il n'y aura pas de problème de débouché? Est-ce que c'est par rapport à l'image qu'a le thé cultivé en France? Il y a une histoire de quantité, une histoire d'image. De ce que j'ai pu commencer à goûter, je trouve qu'il y a des producteurs qui sont déjà bien avancés dans le process et qui sont aptes à sortir des produits intéressants. On a quand même en France, par rapport au marché international, même si on reste des petits consommateurs, on est des consommateurs de qualité et on est en plus quand même en phase ascendante. Enfin, c'est vraiment une consommation qui se développe. Donc, tous les paramètres sont là pour rassurer les futurs producteurs français. Et, moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème de débouché. On sera majoritairement, à mon avis, sur de la niche des circuits courts.
Et puis peut-être éventuellement un peu d'exportation, mais après, je ne sais même pas s'il y aura besoin d'exportation en fait. Après, ce sera peut-être pour de l'image. Ouais. Alors, on a Anne Gouillon qui nous dit aussi que AgroParisTech Alumni espère également créer un portail de vente pour promouvoir les produits des agros, voilà, avec Uniagro et agro-entrepreneurs. Donc, peut-être un débouché supplémentaire pour vos productions. On a quelques questions. Donc, quels territoires seraient les mieux placés en France, outre ceux où, où vous êtes déjà localisé et où Denis Mazerolle est déjà localisé? Est-ce Bah, qu'il y a là, une bonne ou une mauvaise réponse? Je pense qu'on a déjà à peu près répondu tout à l'heure. En fait, il faut trouver des géologies et des sols à terrain acide, qui est une des conditions déjà principales pour cultiver le Camellia sinensis. On a vu que du coup, les conditions climatiques étaient assez quand même favorables, avec quelques difficultés pour certains cultivars, mais du coup, ce sera essentiellement les sols qu'il faudra trouver. Ce sera une des missions de l'association de faire un répertoire des sols français avec la contribution des régions, justement sur la nature physique. La nature des sols. Ok. On a Camille qui voulait faire une intervention. Ah, ok. Camille? Eh bien, Camille, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Camille Doué, donc je suis la fondatrice d'Absoluté. Projet, enfin, on est plus qu'un projet aujourd'hui, accompagné depuis le début par AgroParisTech et le Food in Lab plus précisément. J'ai eu la chance d'échanger déjà une fois avec Lucas au téléphone. Voilà, ça me démangeait de vous parler très rapidement pour vous dire que nous, on transforme le thé d'une manière assez spécifique. Alors, non pas en tant que cultivateur, mais en tant que transformateur, puisqu'on fait du thé moulu à la façon du matcha et qu'on travaille justement à étendre ce principe-là sur le plus de thé et de plantes à infusion possible. Avec un avantage, et non des moindres pour le thé français, qui est qu'on limite grandement la quantité de thé nécessaire par tasse. Et donc, on a vraiment hâte de pouvoir transformer du thé français parce que ça permettra du coup d'offrir la même quantité de thé à 6 fois plus de personnes. Voilà. Super, merci beaucoup Camille pour cette intervention. Merci à vous tous. Je partage beaucoup de constats et d'idées dans ce débat. Super, écoute, merci Camille, tu as bien fait d'intervenir. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la dernière thématique qui va être quelle est l'évolution du marché du thé en France. Et puis, est-ce que le contexte un petit peu sanitaire qu'on connaît actuellement a pu avoir un impact sur la filière? Lydia, je te laisse la parole sur cette thématique qui est plus la tienne, même si nos autres intervenants participeront aussi. Comme je le disais, l'évolution, c'est qui est dans la continuité de ce qui se passe depuis les années 80, c'est vraiment une diversification dans la consommation. Avec une recherche de qualité. C'est vrai que moi, j'ai pu voir, comme je disais, je travaille dans le thé depuis 25 ans et j'ai pu voir que tout ce qui était comptoir de thé avec une offre importante de thé était concentré dans les grandes villes françaises. Et maintenant, vous allez dans les moyennes villes, vous avez un comptoir de thé. Enfin, le maillage s'est vraiment développé et densifié. Donc ça, c'est un point très positif qui va avec cette évolution du marché du thé à l'international qui se développe, mais en France en particulier, avec cette diversification de consommation et aussi de plus en plus une exigence, ça c'est pour tous les produits de bouche, mais une exigence de traçabilité, une exigence sanitaire, enfin voilà, un produit dans la mouvance slow food bon, propre et juste. Donc, on a aussi, bien sûr, cette demande par rapport au thé. Après, par rapport au contexte actuel, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien sûr une demande plus de circuits courts.
dans lequel s'inscrit vraiment la production française. On a aussi une digitalisation de l'offre. Ça n'a fait que s'accélérer pendant cette crise sanitaire. Et puis, il y a aussi un challenge qu'on va avoir sur les importations. Donc, l'été d'importation, ça va être ça commence, c'est le transport. Donc, effectivement, je pense qu'aussi cette filière du thé français a toute sa légitimité par rapport à cette notion de transport qui a énormément augmenté pour les importations pendant la crise sanitaire. Hein. On est sur des augmentations très très fortes. Et après, ça peut être aussi trouver des alternatives, notamment pour le thé qui vient de la Réunion, avec des transports à voile. Enfin, je ne sais pas si on reviendra à l'époque des clippers, mais en tout cas, je sais que ça se fait déjà dans le café et le cacao. Donc, dans le thé, ils avaient commencé avec les Açores, d'avoir certains… alors, par contre, le transport revient cher aussi, hein, parce que ce sont des petites cargaisons qu'on peut transporter par bateau à voile, mais ça peut être aussi des moyens intéressants à développer pour ceux qui ne sont pas en métropole. Et en plus, c'est complètement développement durable en termes d'impact du Tout à fait, transport. oui. Après, là, ce que je n'ai pas trop vu pour l'instant, et je trouve que ça aurait une pertinence, donc il y a tout ce qui est agroforesterie, je parle en termes là d'agriculture et même d'agrotourisme. Il y a des méthodes de culture en biodynamie qui existent dans le thé comme dans le vin. Dans le vin, ça marche très très bien. C'est vraiment prouvé maintenant. Et dans le thé, moi j'ai visité des plantations au Sri Lanka, en Inde, et je sais qu'en Chine, certains producteurs sont en train de le développer et ça donne de très très bons résultats. Donc ça peut être aussi des alternatives à de l'agroforesterie, ou si on veut avoir une parcelle un peu plus monoculture pérenne, la biodynamie est vraiment une voie intéressante. Ça me fait poser une question. Est-ce que c'est les mêmes techniques de biodynamie que dans le vin ou c'est vraiment d'autres techniques? C'est les mêmes techniques, c'est le même genre de plantes, ouais, de solutions. D'accord. Jérémy, est-ce que tu as des intuitions, des révélations à nous faire sur l'évolution de la filière thé en France? Comment toi, tu ressens Moi, je pense effectivement que ça va être, comment dirais-je, quelque chose d'assez exponentiel. Encore une fois, si on s'attache à la qualité du produit, surtout pas reproduire ce que certains ont voulu faire à se fournir ailleurs et en estampillant thé français alors que ce n'est pas produit en France. Ça, l'association, encore une fois, ça a été une longue conversation qu'on a eue avec Lucas, hein, et avec d'autres membres de l'association, mais l'association ne se fera pas gendarme, ce n'est pas le but de l'association. Néanmoins, on s'est déjà rapproché de la Direction générale de la répression des fraudes, justement pour trouver des moyens, d'où aussi l'idée d'un IGP, d'où l'idée d'un label, pour protéger justement cette filière qui est récente, qui est encore fragile. Donc je pense que si on est respectueux de tout ça, et qu'encore une fois, on ne trompe pas le client en lui vendant un thé provenant de Chine ou d'Inde ou je ne sais où, et l'estampiller thé français, le consommateur français aura confiance en nous et poursuivra l'aventure avec les producteurs français. Voilà. Enfin, c'est encore une fois mon avis, et c'est ce sur quoi l'association va se diriger. Voilà. Et là-dessus, il y a quelque chose qui est bien, c'est que tous ceux qui démarrent le thé en France et en Europe sont plutôt quand même dans des démarches transparentes. En France, par exemple, il y a beaucoup de bio et tous vers de la qualité. Donc, peut-être à quelques exceptions, il y a quand même des très bonnes directions Bien sûr. En œuvre actuellement. Et donc ça trouvera certainement une réponse dans le marché. Et en termes de création d'emplois, du coup, et de retombées un petit peu économiques de cette filière thé en France, donc
même si là, on en est au début, est-ce que déjà vous avez un petit peu de la visibilité ou des idées de ce que ça pourrait donner? Il y Oui, a des... Vas-y, Jérémy. non, non, je t'en prie, je t'en prie. Je donne mes références, je donnerai les tiennes, peut-être pas les mêmes. Mais non, les références, tout le monde a priori part sur des récoltes manuelles pour aller vers la meilleure qualité possible. Et avec une transformation qui sera assez manuelle, on l'a dit, on ne va pas tout de suite acheter des grands instruments de transformation. Donc les références actuellement qui peuvent exister, c'est pour 1 hectare de thé planté, très vite 2 à 3 ETP engagés dessus. Donc il y a un travail saisonnier de la récolte, il y a un travail à l'année d'un entretien, mais même avec un travail saisonnier, disons une période de récolte de 6 mois, c'est 2-3 emplois plein temps créés. Donc, par exemple, moi, je démarre a priori avec une plantation un peu plus de demi-hectare ou 1 hectare. Je vais voir si on arrive à vivre avec ça, mais j'ai ce qu'il faut. Je préfère commencer petit la plantation, bien maîtriser, doucement avancer, mais ce serait déjà possible. Et ça c'est déjà 1 à 2 personnes de travail entre un demi-hectare et 1 hectare. À maturité, hein, bien sûr, on n'en est pas là. Et donc très vite, il y a des personnes, dont Denis Mazol, qui ont des projets à une dizaine d'hectares. Ça veut dire peut-être que ce sera 15 emplois créés ou 20 emplois créés, ou plus, sur 10 hectares. Donc c'est énorme. Si on compare ça à la création d'emplois avec d'autres secteurs, même la vigne, c'est pas ça. Si on prend l'élevage et l'agriculture, c'est des comparaisons qui n'ont rien à voir. Donc, Jérémy, tu as peut-être d'autres références. Je pense que l'idée est là. Oui, l'idée est là. Sur l'île de la Réunion de Tête, la ferme comprend 12 ou 17 temps plein de Tête. Bon, après, la surface est beaucoup plus importante, encore une fois, que les productions métropolitaines. Pour le Gard, on va embaucher un nouveau temps plein d'ici la fin de l'année et pour la partie justement récolte, production agricole. Donc, de toute façon, ça va créer de l'emploi. Toutes les productions sont vouées à s'étendre, évidemment. Quand on a fait tant d'hectares et qu'on voit que ça fonctionne, on a envie d'en faire un peu plus parce que on a envie de créer, de développer peut-être un thé noir, ou on revient sur la conversation de tout à l'heure, mais on ne va pas se limiter à un type de thé parce qu'on va être curieux, parce que le thé, c'est aussi de la curiosité, c'est aussi des essais, c'est aussi du plaisir. Et dans quasiment tous les profils des producteurs français sont tous des amoureux de plantes aussi, je pense, avant tout. Et quand on commence à planter certaines essences, on a envie d'essayer et de tester des nouveaux cultivars, de tester peut-être aussi d'autres espèces de camélias qui peuvent produire du thé, en tout cas des plantes à infusion, même si on ne l'appelle pas forcément thé. Donc je pense qu'il y a un avenir en termes d'emploi, un gros avenir, oui. Et on revient sur ce que disait Anne au début en introduction. C'est la création d'emplois et c'est aussi la valorisation d'espaces agricoles aujourd'hui qui est soit faible, soit difficile. Donc, le thé, c'est quelque chose qui peut très bien aller sur des parcelles en pente, petites, enclavées, loin des sièges d'exploitation. Donc, c'est la valorisation de ces espaces aujourd'hui, elle est assez faible. Et avec le thé, voilà, on le dit, c'est un emploi créé sur 1 hectare, avec toute la valeur qui va avec. Donc, il y a un vrai potentiel de manière générale pour créer de l'emploi, mais pour des territoires bien spécifiques où la valeur ajoutée par hectare est assez faible, d'augmenter largement ça. Et puis il faudra surtout arriver aussi à obtenir, comment dirais-je, des aides de l'État, des aides de l'Europe pour pouvoir se développer, parce qu'encore une fois, d'autres filières y ont accès. Il faut que la filière du thé soit reconnue comme une filière agricole et puisse bénéficier des aides disponibles pour les jeunes agriculteurs qui s'installent, que les chambres d'agriculture, les CIVAM, réellement prennent position par rapport à cette agriculture. C'est aussi une condition sine qua non si on veut qu'elle se développe. Hein. Ce n'est pas tous les jours avec nos petits bras, même si on est plein de volonté, qu'on y arrivera.
Donc, on a besoin on a besoin de la PAC, on a besoin de tout ça. Ok, alors merci pour ces éléments de réponse. On a une question qui aborde les aspects du packaging et du sachet de thé qui pourraient être amenés à disparaître. Donc, est-ce que le thé français en vrac pourrait aussi être une bonne alternative? Qu'est-ce que chacun d'entre vous en pensez? Et comment vous vous positionnez aussi par rapport à ces modes de vente, à ce conditionnement de vente? Je vais peut-être commencer. Non, mais il y a un vrai enjeu, surtout si on est sur des produits d'exception qui peuvent être dans des packagings assez petits pour être vendus à des quantités assez limitées. Il y a beaucoup les meilleurs thés dans les boutiques spécialisées de thé, ils sont vendus à 25 grammes, 50 grammes. Est-ce que ça va être possible, nous, à notre échelle, de travailler là-dessus? Ça me paraît dur. Est-ce qu'on peut faire des choses comme est-ce qu'on peut consigner les paquets qu'on envoie? C'est très difficile. En tout cas, on est face à beaucoup d'enjeux déjà pour faire un bon thé. Ça va être difficile de ne pas avoir cet impact avec les packaging. Je pense qu'il n'y aura pas, par contre, vu qu'on va être sur des produits d'excellence et des produits de niche, il n'y aura pas de thé en sachet, en sachet individuel, j'entends. Donc, on est déjà sur du semi-vrac quand on est sur des formats 25 grammes, 50 grammes. Après, pour la majorité des thés, il y a quand même aussi une contrainte de conservation, de préservation du produit. C'est un produit qui ne supporte pas la lumière en général, qui ne va pas supporter trop de variations d'humidité, qui est une vraie éponge à odeur, donc qui capte toutes les odeurs environnantes. En particulier les thés verts, on est obligé de les emballer on ne peut pas avoir des silos de distribution comme on a dans les réseaux bio du thé français, par exemple. Je ne sais pas si c'est à ça que l'auditeur ou l'auditrice fait référence, mais je pense qu'on sera obligé d'avoir un format de packaging, que ça soit du 25 grammes, 50 grammes, 100 grammes, mais emballé à l'abri de la lumière et vraiment soudé, préservé. Ok. Oui, donc vu qu'on est sur de la niche, on sera déjà obligatoirement sur du semi-vrac et des petits conditionnements, quoi qu'il arrive. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous pour votre participation et puis ces échanges qui ont été très riches. On est en train d'arriver à la fin du temps qui était imparti pour cet atelier. Si vous avez éventuellement un élément de conclusion à donner, chacun d'entre vous, sur la filière thé. Ouais. Je vais juste rajouter qu'Histoire de thé a sorti un numéro hors série. Vous pouvez retrouver du coup les pionniers du thé, les acteurs du thé, en tout cas autour du thé, avec quelques potiers français également qui se sont impliqués dans ce numéro et du coup pour la filière française du thé. Donc du coup, il est disponible uniquement sur Internet pour le moment, sur Histoire de thé. Donc du coup, vous retrouverez un peu plus de détails peut-être sur chacun des producteurs représentés dans la revue. N'hésitez pas. Je crois qu'il en reste que 1000 exemplaires. Donc voilà, ça part vite. Donc il faut se dépêcher si on veut avoir ce numéro. Exactement. Peut-être ajouter le lien sous la vidéo quand elle sera disponible sur YouTube ou quelque chose comme ça. On a Camille d'Absoluté qui nous dit qu'il est aussi disponible à la boutique du Renard Doré à Paris, apparemment. Oui, il me semble. Il y a quelques boutiques à Paris, oui. Oui, tout à fait. Voilà, donc pour ceux qui veulent se procurer cette revue, on a un interlocuteur qui nous demande si c'est possible de venir visiter, Lucas, ta plantation de thé dans les Pyrénées. Oui, écrivez-moi. Il y a un site internet, vous pouvez trouver mes contacts là-dessus. Site internet Thé Pyrénées, production de thé, vous pouvez trouver, voilà. Mais bien sûr, j'y suis en ce moment, confiné, donc vous ne pouvez pas venir. Je vous attends après. Parfait. Sur cette note de visite de la plantation de thé, on va conclure. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet atelier. Merci à nos intervenants.
qui nous ont donné des Merci. éléments sur Merci, cette Thomas. filière thé. Et ben, écoutez, merci à tous. C'est le moment Merci à de tous dire pour votre participation. ouais, merci. Et ben, écoutez, au revoir à tous, bonne soirée. Et puis, À bientôt. Merci beaucoup. au revoir. Bonne soirée.